Et dans Libération, un haut fonctionnaire se demande s'il doit refuser d'appliquer des circulaires du RN contraires à ses convictions. Des agents partagent donc leur dilemme entre éthique personnelle et respect de la hiérarchie. Alors parlons vrai, est-ce que le communiqué du syndicat de la magistrature, alors dans ce sens en début de semaine dernière, a ouvert une boîte de Pandore? Est-ce qu'un pouvoir RN pourrait voir sa politique empêchée par la haute fonction publique ou par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État? Et à cette question, en cas de victoire du RN, certains hauts fonctionnaires pourraient refuser d'appliquer les lois. Est-ce pour vous êtes 3% à dire leur choix, 90% inadmissible, 6% tout dépend des lois et 1% sans opinion. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et on va en parler avec notre invité Daniel Keller, qui est avec nous, ancien président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Philippe Bilger, ces hauts fonctionnaires ont-ils le droit finalement, comme un droit de retrait, pourrait avoir? Alors, vous qui avez été haut fonctionnaire. Daniel Keller a justement rappelé que même si le Rassemblement national venait au pouvoir, il s'inscrira forcément dans le cadre d'un état de droit avec des organes, des juridictions, des limites et des entraves. Deuxième point, il y avait un excellent article, non seulement dans Libération, mais une double page dans Le Monde où on s'aperçoit d'abord que Marine Le Pen est très étonnée de voir le nombre de candidats et de hauts fonctionnaires qui sont prêts à travailler avec elle. Deuxième élément, par rapport à des époques précédentes où le Rassemblement national menaçait de venir au pouvoir, il semble que ce ne soit plus une indignation qui soit prête à se mettre en œuvre, mais plutôt ce que j'appellerais une lassitude résignée. Ces gens resteront en grande partie en place en tentant de faire le mieux possible leur travail et évidemment avec parfois des états d'âme, mais il me semble majoritairement dans une loyauté dès lors que évidemment on ne leur demandera pas des choses profondément inhumaines au sens propre. Un autre ancien haut fonctionnaire et législateur, Jean-Michel Fauvergue. Oui, j'écoutais avec votre attention l'intervention du syndicat de la magistrature. Je rappelle qu'en 1940, les magistrats ont tous, sauf à l'exception d'un seul, prêté allégeance à Pétain. Et on était dans d'autres conditions, on n'est pas du tout dans ces conditions-là. Je le dis immédiatement. À l'époque, évidemment, l'ensemble des députés ont donné les pleins pouvoirs à Pétain, qui a transformé la République en État français. On n'en est pas du tout là, on est dans un État de droit, je le répète, ça a été dit auparavant, on était dans un État de droit, et les hauts fonctionnaires, comme les autres fonctionnaires, suivront les consignes de cet État de droit, pour peu qu'elle soit effectivement légitime et qu'elle réponde aux aspirations d'un État légitime. On a une théorie qui s'appelle la théorie des baïonnettes intelligentes, qui fait qu'à un certain moment, quand on vous donne un ordre qui est un ordre manifestement illégal, eh bien on est en droit de le refuser. Mais l'illégalité de l'ordre, elle se fait par rapport aux lois, aux règlements et aux textes que l'on a. Farid Temsamani, qui lui n'a jamais été haut fonctionnaire aux dernières nouvelles. Exactement. Un fonctionnaire, lorsqu'il s'engage, lorsqu'il signe, en fait, il sert l'État. Et donc, de ce point de vue-là, quelle que soit la couleur politique, finalement, du gouvernement, en réalité, il servira toujours l'État. Maintenant, effectivement, Philippe l'a parfaitement expliqué, contrairement à il y a quelques années, on sent qu'aujourd'hui, la haute fonction publique est prête à travailler avec potentiellement le Rassemblement national. Et je vais même vous dire, dans les faits, concrètement, que ce soit le Rassemblement national ou même d'autres au préalable, on a toujours un corps particulier qui justement fait le lien, fait la liaison. C'est le corps, ce qu'on appelle des préfets. Oui, et les préfets, la haute administration, notamment les cabinets ministériels à venir et les grandes administrations, seront occupés par ce que vous avez aujourd'hui énormément de préfets prêts à travailler potentiellement avec le Rassemblement national. Ce qui fait que globalement, on ne verra pas grand-chose de différent, d'une certaine manière. En tout cas, les affaires tourneront correctement. Ce qui pouvait poser problème, notamment lorsque Jean-Marie Le Pen, potentiellement, en 2002, était au second tour, où là, vous aviez pas forcément suffisamment de hauts fonctionnaires, et notamment de préfets, qui étaient prêts à travailler. Voilà. Et on a fait une référence tout à l'heure historique, sans revenir, et l'époque n'est absolument pas la même, mais si le régime de Vichy a pu véritablement fonctionner d'une certaine manière, c'est parce qu'il y avait également des hauts fonctionnaires. Et là, du coup, on a un travail
peut-être que notre invité l'exprimera, mais on a un travail peut-être sociologique, peut-être philosophique à exprimer justement quelle est la limite potentielle de ces hauts fonctionnaires. Daniel Keller, pour faire la synthèse. Faire la synthèse, ce serait peut-être ambitieux, mais... Pour le retour de François Hollande, ça s'impose. Je rappelle que vis-à-vis d'un gouvernement qui porte des textes de loi, il y a déjà le Conseil d'État, qui est quand même, comme son nom l'indique, le Conseil du gouvernement, donc est là pour lui rappeler les clous juridiques dans lesquels il doit rester. En ce qui concerne le pouvoir réglementaire, vous parliez des circulaires ou des décrets, eh bien le juge administratif, des tribunaux administratifs jusqu'au Conseil d'État, il est là encore pour effectivement juger de la légalité de ces actes par rapport aux lois, par rapport aux principes fondamentaux de la République. La légalité des lois, il y a le Conseil constitutionnel. J'ajouterais que dans l'administration, je distinguerais les fonctionnaires des magistrats. Mais dans l'administration, il y avait des inspections générales. Malheureusement, on les a supprimées, on les a fonctionnalisées, comme on dit dans le jargon. Mais il y a des inspections générales qui sont là aussi pour effectivement contrôler les actes du gouvernement. Donc il y a tout un ensemble de dispositifs qui existent et qui, d'une certaine façon, va brider les velléités d'un gouvernement qui voudrait s'affranchir de ces règles. Parce que jusqu'à présent, compte tenu de la situation vers laquelle on pourrait aller, il n'est pas question de réviser les règles juridiques, c'est-à-dire de procéder à des révisions constitutionnelles qui là pourraient changer les règles du jeu. C'est-à-dire que on joue le match de foot à règle constante. Bon, on n'a pas dit qu'on allait changer la règle du hors-jeu. Voilà, ça reste à règle constante. Donc je suis assez serein. Après, les hauts fonctionnaires. Bon, les fonctionnaires qui seraient en désaccord avec la philosophie portée par un tel gouvernement, ils ont la possibilité de se mettre en disponibilité. Donc c'est une position statutaire qui leur est ouverte et qui serait tout à fait compréhensible. Maintenant, je dirais que l'immense majorité des hauts fonctionnaires vous répondront qu'ils servent l'État et la République, que l'État et la République restent et que les gouvernements passent. C'est un peu la philosophie. On n'est pas en 1940, on est bien d'accord. Cette règle, partant de haute mer, on a vu qu'elle pouvait subir quelques accros. Enfin, en tout cas, je pense que dans le contexte actuel, les hauts fonctionnaires qui ne souhaiteraient pas, qui ne partageraient pas la philosophie du gouvernement pourraient se mettre en disponibilité. Et à partir de là, il faut aussi penser à tous les fonctionnaires anonymes. Quand on parle de la haute fonction publique, c'est les cadres supérieurs, c'est 20 000 cadres supérieurs, les cadres dirigeants, c'est 2 000, et les top dirigeants, c'est 700. Mais il y a 5 millions de fonctionnaires. Oui. Et puis, dans toutes les administrations, à l'éducation nationale, aux finances, dans les métiers sociaux. Donc je crois il peut y avoir des appréhensions. Il appartiendra aux dirigeants aux dirigeants de l'administration que sont les hauts fonctionnaires, bien de rappeler à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui sont dans la fonction publique qu'il y a des règles et qu'elles valent pour tout le monde. C'est le principe de la République. Les règles, elles valent pour les subordonnés comme pour les chefs. Philippe Bilger. Au fond, vous avez raison, Daniel Keller, si je vous ai bien compris, le problème ne commencerait à se poser véritablement que si le nouveau pouvoir commençait à discuter les organes de l'état de droit, en quelque sorte. Évidemment. C'est cela. Évidemment. C'est pas impossible. Oui. Alors, Jean-Michel Fauvergue. Justement, c'est très intéressant et je vous remercie de votre analyse, Daniel Keller, là-dessus. Moi, je pense que la difficulté, elle viendrait pas des hauts fonctionnaires ou de ceux qui sont là pour appliquer. Je pense que la difficulté, le blocage viendrait sans doute certainement d'une haute cour, quelle qu'elle soit, le Conseil constitutionnel en particulier, sur l'article 11 de la Constitution, ouvrant droit à l'immigration. Je pense que là, il y aurait un vrai hiatus avec des véritables oppositions entre un nouveau pouvoir qui aurait été élu et qui donc la légitimité populaire et un Conseil constitutionnel qui lui empêcherait les moyens de continuer sa politique et qui lui est issu d'aucune légitimité quelle qu'elle soit, avec des ouvertures du Conseil constitutionnel ces derniers temps on n'est plus sur la vérification de la Constitution, on est sur la vérification à partir d'un bloc de constitutionnalité et de jurisprudence qui s'est faite lui-même et de jurisprudence de la jurisprudence de la
jurisprudence. Est-ce que ça serait pas ça le danger, c'est-à-dire une haute cour bloquante pour le empêcher pouvoir de gouverner en fait. Empêcher de gouverner. Daniel Keller. C'est un mouvement en fait ancien. Dès l'après-guerre, Bilger le sait mieux que moi, le Conseil d'État a dégagé les grands principes généraux du droit, qui sont, je dirais, au fondement de notre République. Bon, les principes à valeur constitutionnelle, la première décision du Conseil constitutionnel, c'est le 16 juillet 1971, donc ça date pas d'hier. Et puis pour le reste, sur des sujets sensibles, par exemple, on parle toujours de la préférence nationale. On aurait pu mieux dire la priorité nationale. Le Conseil constitutionnel a dit la priorité nationale, elle est admissible dans certaines limites. 5 ans, c'est trop. Donc après, je ne sais pas si 4, 3, 2, c'est possible, mais donc il y a effectivement des limites dans lesquelles l'action doit s'exercer. Voilà, donc je crois qu'à partir de là, il y a effectivement des choix avec lesquels on peut être politiquement en désaccord, mais les règles existent et on ne peut pas faire n'importe quoi. Farid Temsamani. Et après, on part au 0826 300 300, donc rapidement. Mais je pense que le corpus, que ce soit législatif, juridique au sens très large de notre pays, permet justement d'encadrer ces règles-là. Ça a été parfaitement expliqué. Là où effectivement ça posera problème, c'est lorsque, d'un point de vue populiste, on nous dira, voilà, nous sommes empêchés d'une certaine manière, donc allons au référendum, potentiellement, pour véritablement changer potentiellement les éléments de la Cour constitutionnelle ou autre. Et là, effectivement, ça sera dangereux. Mais je pense que personne n'y a véritablement intérêt, mais effectivement, on ne sait jamais. Mais là encore, pour le référendum, le Conseil constitutionnel a bien rappelé qu'il avait un droit de regard. On ne peut pas soumettre n'importe quoi à un référendum. Et il a précisé que les sujets de l'immigration, tout dépend de la manière dont ils seraient formulés, ne sont pas référendables, excusez-moi cette expression, à qui veut l'entendre. Et je rappelle enfin, quand même, qu'il y a le président de la République. L'article 5 de la Constitution, il est quand même gardien du bon fonctionnement des pouvoirs publics. Et c'est une fonction qui n'est pas que symbolique. Allez, 0826 300 300, Didier qui est avec nous, vous nous appelez du Pays Basque. Bonsoir Didier. Bonsoir Didier. Ouais, bonsoir à toute l'équipe. Alors, on vous écoute. Écoutez, le sujet, c'est sur les hauts fonctionnaires. Donc, par définition, ce sont les fonctionnaires. Alors, même s'ils sont assis sur la plus haute marche de l'escabeau, ils sont au service de la nation. Ils sont au service de la République. Et ils n'appliquent pas une doctrine personnelle. Ils se tiennent, à mon sens, au niveau de ce que leur demande l'État. Maintenant, s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est demandé, ils s'en vont. Voilà ce que je pense des hauts fonctionnaires. Mais je suis surpris d'entendre des choses pareilles. Si le RN au contraire. Moi, sincèrement, je trouve que c'est une chance inouïe que le RN puisse gagner ces élections législatives. Ah bon ? Alors, pourquoi Didier ? Allez-y. Alors, je vous l'explique. Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont 3 ans pour démontrer de quoi ils sont capables. Et si ça ne marche pas dans 3 ans ou dans 2 ans, eh bien, basta. C'est fini, on n'en parle plus. Alors, je vous arrête, à 3 ans, c'est TTC, parce que Emmanuel Macron peut dissoudre dans 1 an. Dans un an, il peut le faire dans 1 an. Mais ne serait-ce que non, mais en 1 an, on peut faire des choses, et j'espère qu'ils feront des choses. Maintenant, s'ils ne sont pas capables de faire ce qu'ils disent, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Mais vous savez, ça ne peut pas être pire que ce que l'on connaît aujourd'hui. Merci Didier. Merci de votre intervention. Je trouve c'est fin ce qu'il dit là sur le. Enfin, Daniel Keller, je voulais vous demander, au-delà de ce que vous avez si bien décrit, est-ce que il n'y aura pas de la part de certains hauts fonctionnaires un arbitrage intime très difficile à faire entre ce qu'ils sont prêts à accepter et ce que leur éthique devrait leur interdire? J'imagine qu'il y aura un certain nombre de gens sincèrement épris d'un état de droit dans sa plénitude ou d'un pouvoir qui respecterait profondément toutes nos règles démocratiques, qui seront probablement soumis à des interrogations, je dirais quasiment comme Jean Valjean dans Tempête sous un crâne. Voilà. Oui, mais je pense que dans ce cas-là, les fonctionnaires qui effectivement vivraient un conflit entre leurs obligations professionnelles auxquelles ils sont tenus et l'éthique qui est la leur, feront tout, je dirais. Plutôt que de quitter le bateau, de mon point de vue, je pense qu'ils feront tout pour que les règles de droit soient toujours respectées. Parce que c'est comme ça finalement qu'on garantit à travers le temps la République.
Jean-Michel Fauvergue. Oui, moi je pense que le plus gros danger serait pas tant de s'opposer, enfin de s'opposer activement, mais serait de s'opposer en ne faisant pas ou en laissant la situation se dégrader, etc. Aujourd'hui, quand vous êtes homme politique, c'est difficile d'imposer des choses. Vous avez en dessous de vous des administrations qui sont par définition freinantes. Peut-être que ces freins-là seraient surmultipliés dans ce domaine-là, mais je pense pas que les hauts fonctionnaires s'opposeraient violemment à ça. Merci en tout cas Daniel Keller d'avoir été avec nous, ancien président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue, merci beaucoup Farid Tebsamani, merci beaucoup Philippe Bilger. On vous retrouve demain mon cher Philippe, et dans un instant les vraies voix citoyennes. On va revenir sur la pêche illégale qui représente environ entre 11 et 26 millions de tonnes de pêche annuelle mondiale, c'est pour vous dire. Et puis surtout sur ce sujet important, 167 personnes, majoritairement des femmes, ont été refusées avec leur chien guide dans des lieux publics en France à la veille des JO. C'est un souci. On en parle dans un instant. À tout de suite.